Bonjour, ou peut-être bonsoir, parce qu'on a déjà passé l'heure du bonsoir qui est 17h. Bon. C'est l'heure du thé. J'espère que vous n'êtes pas encore déjà trop caramélisé après avoir fait des heures d'attente pour voir ces merveilleuses conférences de Blois. En tout cas, moi je suis très content d'être ici à plus d'un titre. D'abord parce que j'adore cette ville et que j'adore les rendez-vous de l'histoire, mais surtout pour faire du storytelling et raconter une petite histoire, surtout parce qu'il y a 13 ans, quand je faisais ma maîtrise, ce qu'on appelait une maîtrise d'histoire, l'historien qui a bien voulu répondre à mes questions de jeune étudiant, c'était Christian Ingrao, et que 13 ans plus tard, me retrouver ici m'émeut, voire me stresse un tout petit peu. Si on se retrouve ici, donc ça y est, la couleur est annoncée, si je bégaye, etc., c'est l'émotion. On est ici pour discuter ensemble. Il y aura un quart d'heure pour les questions, donc préparez vos questions à l'avance, pour discuter du nouveau livre de Christian Ingrao, La promesse de l'Est. Et je ne sais pas s'il est encore important de le présenter, tellement il est connu, mais je vais quand même le faire au cas où, au bénéfice du doute. Donc Christian Ingrao, qui est chercheur au CNRS et qui a été directeur de l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, a publié plusieurs livres qui, dans le contexte français comme international, ont eu un retentissement important. Le premier, c'était Les Chasseurs Noirs, une étude des politiques de destruction à l'Est, notamment de la brigade d'Irlvanger, qui a été traduit en plusieurs langues. Et puis ce livre que peut-être vous avez lu, qui s'appelle Croire et détruire, publié en 2010, traduit dans une dizaine de langues, qui analysait la trajectoire des intellectuels nazis dans la machine de destruction SS, et qui posait cette question relativement dérangeante de comprendre comment des personnes qui avaient des doctorats, des personnes qui étaient perçues comme des intellectuels, pouvaient, une fois la guerre déclarée en 1939, se transformer en tueurs sur le terrain. Avec une régularité assez... 4 ans entre le premier et le deuxième ouvrage, 6 ans entre le deuxième. On espère que ça ne va pas trop s'installer ce rythme-là, sinon on va être en pénurie de livres de Christian Ingrao. Mais le nouvel ouvrage, La promesse de l'Est, s'intéresse à un sujet très peu traité en langue française et assez peu traité dans l'historiographie internationale, qu'elle soit allemande ou anglo-saxonne, sur une question simple. Quelle était l'espérance des nazis quand ils ont conquis les territoires à l'Est? On a énormément travaillé, vous avez sûrement lu des dizaines de livres sur le sujet, sur la politique destructive des nazis, sur leur politique d'extermination, de destruction des Juifs d'Europe, de destruction des résistants dans ces territoires de l'Est, mais on s'est assez peu intéressé à, j'ai pas encore trouvé le mot, leur politique constructive. Non pas c'est difficile de parler de politique positive pour les nazis. Même en le prononçant, là, ça ne me plaît pas du tout. La politique négative, on la connaît. Des destructions telles qu'on n'en a jamais vues dans l'histoire. Mais si on réfléchit un peu dans la filiation aussi des travaux de Johann Chapoutot sur qu'est-ce que l'idéal nazi, qu'est-ce qui motivait ces personnes dans leurs actions du point de vue positif. On ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de l'idée que pendant 5 ans, les nationaux-socialistes à l'Est et ailleurs ne se sont fondés dans leur politique que sur une haine de la population juive, de la population slave, etc. Donc on est confronté à une question simple qui est qu'est-ce qui motivait l'utopie nazie? Et donc dans le livre qui enfin arrive sur cette table, donc ici, La promesse de l'Est, espérance nazie et génocide 39-43 au seuil. Qu'est-ce qui motivait ces hommes-là? C'est une question, encore une fois, qui a peu de réponses, y compris dans l'historiographie allemande. Je vais pas vous résumer le livre, vous le lirez, c'est le côté marketing de l'opération, qui est structuré de manière très claire sur les institutions de cette espérance nazie, puis sur le contenu, quelles étaient les attentes de ces gens qui arrivaient à l'Est et ont organisé la Pologne, la Galicie, une partie de l'Ukraine, une partie de la Biélorussie. Et enfin, le dernier chapitre, vous le verrez, est une forme d'apothéose, c'est-à-dire la politique concrète de ces nazis dans un territoire très spécifique qui est prononcé à la française Zamość, prononcé à la polonaise Zamość, avec le ch très polonais. Et donc on a un panorama global dans ce livre. Évidemment, si je parle trop vite ou que vous avez des questions à poser, vous le faites maintenant, ce sera plus interactif, il n'y a pas de problème. On m'a demandé de préparer quelques questions envers Christian, que je ne vais pas vous voyer pour ne pas faire semblant qu'on ne se connaît pas.
et ces questions, elles vont être assez simples en essayant qu'elles soulèvent des questionnements chez vous, que Christian y apporte des réponses. Et ensuite, on aura un quart d'heure d'échange si ça vous va. Et si après toutes les conférences depuis ce matin 6 heures à attendre que la première conférence ouvre, si d'aventure vous avez encore un peu d'énergie à nous consacrer. Alors dans ce livre, il y a d'abord l'avant 39. Le 1er septembre 39, quand l'invasion commence en Pologne, les nazis n'arrivent pas sans un imaginaire, sans des plans préconçus, sans une manière de percevoir l'Est avant même d'y avoir mis les pieds. Et donc ma première question, elle est simple. Au moment où les premières unités allemandes franchissent la frontière, quelle est cette image de l'Est? Qu'est-ce qui a été préparé? Est-ce que quelque chose a été préparé? Est-ce qu'il y a une perception du territoire et de la population qui va être conquise? Alors merci de la question et merci de ton introduction. La question des prérequis qui existent au 1er septembre 1939, elle est un petit peu compliquée et il faut essayer de l'étager un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une représentation de l'Est extrêmement diffusée, extrêmement socialisée en Allemagne qui date au moins de la Première Guerre mondiale et de l'immédiate Première Guerre mondiale. Il y a une première expérience d'occupation, il faut pas l'oublier, il y a une première expérience d'occupation des Allemands de ces territoires jusque dans la Baltique qui date de la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que la vision que nous avons de la Première Guerre mondiale, guerre de position, très marquée par l'artillerie, c'est une guerre qui est celle du front ouest. C'est une expérience qui est, on va dire, franco-allemande, pour aller un peu vite. De l'autre côté, il y a une autre expérience qui est allemande aussi, mais qui est austro-hongroise, allemande, russe, roumaine, etc., qui est une guerre de mouvement qui dure entre 1914 et 1918 et qui a débouché sur l'occupation de très larges parts du territoire de l'Empire russe et de la Roumanie, et qui fait qu'il y a une institution, il y a une administration qui s'est mise en place entre 1914 et 1918. Cette institution s'appelle l'Oberhost. Elle a trouvé son historien qui s'appelle Gabriel Veyas Ludwivicius, qui a bien montré que les Allemands mettaient en place une sorte de première utopie qui faisait de l'Est un espace vierge qu'il fallait équiper, qu'il fallait développer pour pouvoir le mobiliser économiquement. Cette première représentation, elle ne connaît pas, elle n'est pas stoppée en 1918. En 1918, les traités de la banlieue parisienne laissent de larges minorités en dehors des nouvelles frontières du Reich, et ces minorités font l'objet d'une mobilisation culturelle extrêmement importante. Dans la République de Weimar, il y a un certain nombre d'associations, le Bund Deutscher Osten par exemple, ou la Ligue des Allemands de l'étranger, qui mettent en place une diplomatie, on pourrait dire du soft power, une espèce de diplomatie culturelle qui vise à conserver la dimension, le caractère allemand de ces minorités allemandes. Et on a ici une véritable représentation de l'Est qui se met en place entre cet Est mythique et à construire et ces minorités allemandes qui sont représentées de façon de plus en plus inexorable comme étant en danger dans les pays qui ont été créés après les traités de la banlieue parisienne, en danger de polonisation, en danger de tchéquisation, etc., etc. En 1939, la guerre qui éclate est une guerre qui, pour nous, apparaît comme une guerre d'agression absolue, une guerre d'agression montée avec en plus avec un coup monté et un coup de poker qui est mis en place par Hitler et par les nazis, à Gleiwitz, une fausse attaque polonaise qui expliquerait que le Reich attaque en retour. Et dans les faits, si vous voulez, au-delà de cette première représentation, l'attaque de la Pologne est vécue comme une campagne de sauvetage des minorités allemandes qui sont en Pologne. Et donc, c'est sur ce substrat mémoriel que vont se greffer les représentations que les nazis vont mettre en place, à partir de 1939. Le national-socialisme s'est toujours présenté avec deux pans absolument fondamentaux qu'il faut essayer de comprendre quand on essaie d'étudier la façon dont les gens l'intériorisent, l'internalisent. Le nazisme, c'est un déterminisme racial, tout passe
par le filtre racial, d'un côté, et en second lieu, il faut comprendre que le nazisme est ce qu'Alphonse Dupron appelait une promesse de règne. C'est-à-dire que le nazisme propose aux gens qui l'intériorisent la perspective d'une nouvelle société, la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, une société qui serait une société non point de l'abondance, mais dans tous les cas, une société de l'harmonie, dans laquelle la lutte des classes aurait été éliminée, elle n'existerait plus, et cette nouvelle société, cette Volksgemeinschaft, elle doit s'agencer dans un espace, dans un nouvel espace conquis, qui s'appelle le Lebensraum, et ça doit durer 1000 ans, ça s'appelle le Tausendjähriges Reich, le grand Reich millénaire. Et donc, il faut comprendre que le nazisme se présente comme une sorte de promesse à ses militants, et que cette promesse, en 1939, entre le 1er septembre et le 1er décembre 1939, cette promesse, elle semble être en train de elle semble être en train de se réaliser. Et c'est à ce moment-là que commence le temps de l'utopie nazie. La réponse est assez claire, et tu le montres dans le livre, la manière dont les nazis, au début de la guerre, ce qui nous donne des échos contemporains d'ailleurs, perçoivent l'ensemble des Allemands comme en danger, dans une insularité. Il y a l'idée géographique d'aller prendre ces îlots germaniques à l'est, et ça m'amène assez logiquement à ma deuxième question. Je pense que le centre de ton livre, et ça n'engage que moi, mais j'en suis sûr, il intéressera énormément le public français, parce que c'est une politique nazie qui n'est pas du tout connue, qui est la politique de germanisation des territoires sur place. La politique de destruction des Juifs, on y viendra à la fin, mais la politique de germanisation. Et ça veut dire de prendre en compte le fait que la population allemande que nous, aujourd'hui, on est habitué à considérer comme une population extrêmement recentrée sur le territoire de l'Allemagne, à cette époque-là, avant 1939, vous avez des Allemands jusque dans les pays baltes, vous avez des Allemands en Volhynie, vous avez des Allemands en Ukraine, vous avez des Allemands en Roumanie. Et donc j'aimerais que tu nous dises un mot du cœur de cette utopie qui va être de rapatrier ces Allemands dont les nazis considèrent qu'ils sont pleinement allemands, alors que ça fait parfois des centaines d'années qu'ils n'ont eu aucun contact avec leur culture, mais qui pour certains parlent la langue encore. Quel va être le cœur de cette politique de retour, de rapatriement de ce qu'on appelle les Allemands de souche, les Allemands ethniques, en allemand Volksdeutsche. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce grand trek complètement ignoré de la période 39-45 ? Alors, il faut comprendre qu'avant même que la question de la germanité de l'étranger soit posée, soit en situation de se poser du fait de la guerre et du ballet diplomatique de 1939, sur lequel on reviendra, les nazis ont une ambition de population. Le nazisme, comme je vous le disais, c'est un déterminisme racial. Au fondement du déterminisme racial, il y a un classement des races, chaque peuple étant une forme de métissage, un état de métissage des races. Tout au sommet de l'échelle, il y a les deux races nordiques, la race nordique pure et une race qu'on appelle la race félique, ça s'écrit F-A-L-I-Q-E, et ces deux races-là, qui sont les deux races nordiques absolues, sont représentées de façon extrêmement concentrée dans la population allemande. Ça, ce sont les raciologues nazis qui nous le disent, mais il n'en reste pas moins que la population allemande elle-même constitue un métissage. Et donc, la première ambition des nazis, des raciologues nazis, c'est de renordifier la population allemande elle-même. Donc, évidemment, vous aurez compris que l'un des grands ennemis, ce sont les Juifs qui sont intégrés à cette population, et ils sont d'autant plus ennemis, si vous voulez, que les Juifs sont en train de s'assimiler, de s'intégrer, qu'ils font partie de la population allemande, qu'ils partagent le même fond culturel, mais qu'aux yeux des raciologues, le patrimoine racial, le patrimoine biologique juif est en train de se diffuser au sein de la population allemande. Et donc, il y a une première ambition qui commence dès 1933, qui est une ambition eugénique, qui vise à renordifier le nazisme, renordifier la population allemande, et en même temps de mettre en place des politiques de sélection permettant de séparer le bon grain de l'ivraie. Je vous passe les détails, mais les homosexuels, les ivrognes, les dépressifs, les asociaux, etc., sont des gens qui sont considérés comme étant peut-être de race nordique pure, mais il n'en reste pas moins qu'ils ne constituent pas le bon patrimoine racial et qu'il faut les éliminer eux aussi. Les éliminer, ça ne veut pas dire au départ les tuer, pas toujours.
il n'en reste pas moins que le 1er septembre 1939, Hitler donne l'ordre rétroactif de légaliser l'euthanasie pour d'abord les enfants atteints de maladies incurables et de maladies mentales, et ensuite les adultes. Et donc vous avez un double mouvement qui se met en place, qui est un mouvement eugénique interne, endogène à la population et au territoire nazi, et de l'autre, ce mouvement qui va être le mouvement de germanisation, qui est un mouvement de renordification. Celui-ci, ce mouvement-là, il est déclenché par deux facteurs. Premier facteur, entre août 1939 et décembre 1939, la diplomatie nazie signe avec un ensemble de pays européens des traités prévoyant le rapatriement des minorités allemandes sur le territoire allemand et sur les territoires occupés. Et donc, entre août 1939 et décembre 1939, ce sont plusieurs centaines de milliers d'Allemands qui doivent être rapatriés. C'est ce qu'on appelle la politique du Heimsreich, c'est-à-dire du retour à la maison, du retour à la maison impériale, si on devait essayer de traduire ça à peu près correctement. Et ce premier mouvement va être combiné à un deuxième mouvement qui est celui que, pour pouvoir installer ces gens-là, il faut expulser d'autres personnes. La clé du mouvement, c'est que les nazis, et notamment les SS qui détiennent en gros la plus grande partie des outils pour mener ces politiques, décident que pour chaque Volksdeutsche, chaque Allemand ethnique qui revient, il faut que 4 halogènes, 4 personnes racialement différentes, avec un A différent si vous préférez, 4 personnes doivent être expulsées. Et donc se met en place à ce moment-là une espèce d'immense mouvement qui est une sorte de jeu de domino, et qui fait qu'il y a une espèce de grand mouvement d'épuration ethnique, fait d'expulsion et fait de tentatives de réinstallation qui se mettent en place. Le premier plan à court terme qui est mis en place en décembre 1939 prévoit à peu près l'installation de quelques dizaines de milliers de Volksdeutsche et prévoit au départ l'expulsion d'une centaine, 100 à 150 000 juifs et polonais. Mais très très vite, Heydrich va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et demander l'expulsion de 600 000 personnes. Là, les chiffres commencent à devenir gigantesques, et c'est un peu l'histoire de tous ces plans que d'être dans une course à la radicalité, dans une course au gigantisme qui commence par des territoires qui, somme toute, malgré tout, sont des territoires qui sont relativement régionaux, mais plus tard vont concerner pratiquement toute l'Europe de l'Est. Voilà. En gros, la germanisation, c'est ça. C'est un ensemble de politiques qui visent à la fois des buts eugéniques, et donc la renordification des populations, et dans le même temps, par la mise en place de politiques d'épuration ethnique, faites d'expulsion et de réinstallation, visent à attribuer, à arracher des territoires qui étaient jusqu'ici de territoires de nationalité polonaise ou tchèque, etc., et à les rendre allemands. Alors, effectivement, là, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, parce qu'une partie de la Pologne actuelle va être rattachée directement au Reich allemand, c'est le Warthegau. Une partie va être un État autonome qui s'appelle le General Gouvernement, et il va y avoir des politiques un peu différentes. Mais là bon, je complète, et puis je me fonde aussi un peu sur ton livre. C'est vrai qu'on est toujours pris de vertige quand on lit les chiffres de destruction des Juifs d'Europe, qui se comptent en millions. Et il faut faire à chaque fois l'effort de mettre derrière ces millions une personne plus une personne. Mais c'est ce que je disais en tant que politique destructive et politique constructive, on est aussi soumis à un grand vertige quand on voit ces plans qui chiffre de 42 de rapatriement des Allemands de souche, où on a déjà rapatrié à cette époque-là plus de 560 000 personnes. Donc vous imaginez en termes de logistique ce que représente le côté concret de cette utopie, faire venir des gens qui habitent en Ukraine, en Roumanie depuis des dizaines, voire des centaines d'années, pour les ramener dans un territoire qu'ils ne connaissent pas. Ça m'amène directement à une question qui est une évidence, mais j'aimerais bien que tu nous en dises un mot. Il y a cette espérance. Il y a cet espoir de fonder, tu le montres à travers les communautés villageoises, à travers différentes formes de planification de la ville modèle. Peut-être tu pourras en dire un mot. Et c'est un énorme échec.
Dans ton dernier chapitre, autour de ce test de la région de Zamość, Zamość, c'est pour ceux qui connaissent la Pologne et c'est magnifique, sa pampa magnifique, c'est entre Lublin et Lviv aujourd'hui, donc à la bordure, vraiment à l'est de la Pologne actuelle. Tu le montres dans ton dernier chapitre, à Zamość, c'est le carnage absolu. C'est-à-dire qu'aucune de ces politiques, quand elles sont mises en place concrètement, déplacement et extermination des populations juives, déplacement forcé, déportation et mise en camp de concentration des populations polonaises, rapatriement des Allemands de souche, tout se termine dans une totale anomie de la guerre de tous contre tous. Pourquoi est-ce que c'était déjà inscrit dans le gigantisme de l'utopie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux le décrire un petit peu? C'est une excellente question, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre exactement à ça. La première chose, c'est donc il faut d'abord suivre le gigantisme des plans. On est parti d'une planification qui était, comme je vous le disais, une planification relativement régionale qui concernait la région de Łódź, Lodz, si vous préférez, Poznań, quelques parties de la Haute-Silésie, et puis le corridor de Gdańsk, Danzig. Bref, vous voyez, on est sur des territoires qui sont en gros l'équivalent de je ne sais pas moi, peut-être une quinzaine, vingtaine de départements français. Ça, c'est pour l'hiver 1939-1940. Quand on prend la fin de la période, c'est-à-dire au plus fort de l'espérance nazie, au moment où l'utopie s'exprime à plein, c'est-à-dire l'été 1942, le deuxième semestre de 1942, l'utopie nazie, elle s'exprime de la Seine jusqu'à Bakou, en gros, si vous voulez, des Alpes bavarois jusqu'au cercle polaire, jusqu'au Caucase, jusqu'à l'Oural, etc. C'est absolument gigantesque. À ce moment-là, les chiffres qui sont ceux que manient ce qu'on pourrait appeler les ethnocrates, les experts de l'ethnicité nazie, sont les suivants. Ils ont prévu que 4,6 millions de Volksdeutsche, d'Allemands ethniques, allaient pouvoir être disséminés sur cet immense territoire. Dans cet immense territoire, ils estiment être confrontés à 70 millions de personnes qui sont de races et d'ethnicité différentes. Sur ces 70 millions de personnes, il y en a à peu près 12 millions qui sont susceptibles d'être intégrés au peuple allemand et qui sont de souche nordique, de race nordique suffisamment importante pour pouvoir, à terme, intégrer la Volksgemeinschaft. Il y a ensuite 31 millions de personnes dont la déportation au-delà de l'Oural est prévue. Si vous faites un tout petit peu de calcul mental, vous serez aperçu que on était à 70 millions, il y a 31 millions de personnes qui peuvent être déportées, on n'est plus qu'à 39. Je vous ai dit qu'il y avait 12 millions de personnes qui pouvaient rester, il ne reste plus que 27. Et ces 27 millions de personnes, il n'y a d'autre solution pour elles que la mort. Point. Que la mort. Sur ces 27 millions de personnes, il y a évidemment les 13,1 millions de juifs dont la mort a été décidée quelque part entre décembre 1941 et l'été 1942. Décembre 1941, c'est le début du caractère mondial de la guerre avec la déclaration de guerre japonaise. Et Hitler avait dit que s'il y avait une guerre mondiale, alors son issue serait en Europe, non pas la bolchevisation de l'Europe, mais l'anéantissement des communautés juives. Et donc ce temps est venu à ce moment-là. Et à Wannsee, les nazis commencent à programmer les choses. Et en juin 1942, Florent Braillard l'a bien montré, c'est la planification en une année du génocide. Et donc, si vous voulez, quand on est en décembre 1942, comme je suis en train de vous le dire, le génocide bat son plein. Il faut se représenter ce que c'est que cette année d'extermination. En mai 1942, 80% des victimes du génocide sont encore en vie. 80% sont encore en vie. Une année plus tard, la proportion s'est inversée. 80% des victimes du génocide sont mortes. Donc dans cette année-là, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est passé et qui est de l'ordre de la tornade génocidaire absolument fondamentale. Dans le même temps, ce que je suis en train de dire était censé concerner 13,1 millions de juifs. Il reste donc quelque chose comme 14 ou 15 millions de personnes qui n'étaient pas juives et qui devaient à terme mourir. Le projet nazi, le rêve nazi, c'est le cauchemar des populations locales. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure, Nicolas, de façon extrêmement suggestive. Et
on voit très bien, si vous voulez, que la mort de masse, d'abord le génocide des Juifs et la mort de masse, ont non pas constitué un objectif des politiques de planification et des politiques d'utopie, mais elles en ont constitué un présupposé. Ce ne sont pas les planificateurs qui ont dit « il faut les tuer pour accomplir notre rêve ». Mais au bout d'un moment, quand ils étaient en train de planifier le rêve, eh bien, le fait que la mort de toutes ces personnes soit prévue constituait une condition sine qua non de celui-ci. Ça marche un petit peu comme, si vous voulez, comme... je vous dirais bien que ça marche un peu comme l'intrication quantique. Hein. On a affaire à deux systèmes, le système exterminateur, le système utopique. Ces deux systèmes sont séparés, ils ne sont pas pensés par les mêmes personnes, ils ne sont pas tout à fait pensés par les mêmes personnes, ils sont pensés de façon indépendante. Il n'en reste pas moins que l'évolution d'une partie, de l'une des parties du système influe sur l'autre sans qu'il y ait véritablement d'articulation entre les deux. C'est comme ça que voilà, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Et donc ça marche pas, ça marche pareil. Quand les nazis mettent en place le plan Madagascar, puis quand ils mettent en place ce plan qui consiste à l'été 1941 à exterminer les Juifs soviétiques pour pouvoir déporter les Juifs d'Europe, et enfin en décembre 1941, quand on voit le changement de paradigme concernant la question juive, on s'aperçoit bien que ça joue un rôle dans l'évolution de la planification des déplacements de population et donc dans la planification de l'advention de l'utopie nazie. Mais cette interaction, elle reste très ductile, elle reste très immatérielle et elle est relativement difficile à comprendre. Il n'en reste pas moins que, à la fin, dans le dernier semestre de 1942, le génocide des Juifs est devenu une condition sine qua non de l'imminence et de l'avènement de l'utopie nazie et de ces grands déplacements de population. J'aime bien la physique quantique, mais c'était ma dernière question, parce qu'il nous reste 4 minutes et ensuite on passera à vos questions. Le sous-titre de ton livre, La promesse de l'Est, espérance nazie et génocide. Donc l'interaction dont tu viens de parler entre le côté positif, constructif, de germanisation, aussi terrible ils nous paraissent aujourd'hui, mais je veux dire, c'est voilà, le côté fou de cette idée de ramener des centaines de milliers, des millions de gens, et l'interaction que ça peut avoir avec la politique de destruction, la politique négative, donc le génocide. Dans le livre, tu ne l'abordes pas de front, parce que sinon c'est déjà un livre copieux, ça aurait fait un livre de 700 pages. Voilà, quelle est la chronologie de cette interaction ? Si on n'est pas là pour faire l'œuf et la poule, c'est un débat nul et non avenu. C'est quand est-ce que la destruction des Juifs passe avant la politique de germanisation ? Quand est-ce que la politique de germanisation passe devant la politique de destruction des Juifs ? Est-ce que là il y a une chronologie, ou est-ce qu'on reste, comme tu viens de le dire, dans quelque chose d'assez flou, qui par ailleurs nous apprend quelque chose sur le nazisme, c'est-à-dire aussi leurs échecs, leurs impasses, et le fait que, comme tout homme politique et gérant d'une politique publique, il y a des choses qu'ils ont ratées et ce qui a eu un impact sur la suite. Oui. Au fond, ce qu'on peut dire, c'est que le seul plan qu'ils ont vraiment réussi, c'est le plan d'extermination des Juifs. Je pense que ça, l'histoire en fait de l'utopie nazie, c'est l'histoire de son échec. C'est chaque plan. Chacun de ces plans à court terme, puis de ces plans à long terme, n'a jamais été rempli, sauf à l'exception du tout premier de ces plans à court terme. Le seul plan qui a été quasiment mené à bien aux yeux des nazis, c'est le plan d'extermination des Juifs du gouvernement général et, en gros, des Juifs d'Europe de l'Est. C'est bon an, mal an. Quand on fait le bilan, il y a des communautés qui survivent, mais dans les espaces où les nazis ont été en mesure de s'emparer des Juifs et de s'en rendre maître, ils ont relativement mené à bien ce qu'ils espéraient être la planification du génocide des Juifs. Pour le reste, toutes les autres planifications de déportation de population et de germanisation, elles ont toutes échoué. Elles ont toutes échoué parce qu'ils n'arrivaient pas à déporter suffisamment. Elles ont toutes échoué parce que les gens qu'ils faisaient rentrer et qu'ils rapatriaient, ils n'arrivaient pas à les réinstaller. Et l'endroit où on voit les choses le mieux, c'est cette province dont on était en train de parler tout à l'heure, c'est Zamość, dans lequel l'échec est tellement manifeste qu'à la fin,
les nazis ont expulsé à peu près, c'est une région dans laquelle il y a en gros 517 000 personnes qui vivent. Sur ces 517 000 personnes, il y a 10% de juifs. Ces 10% de juifs ont pratiquement tous été exterminés à 99,99% de la population. Le reste de la population était composé de 2 tiers de Polonais et 20%, 25%, un quart d'Ukrainiens. Et les nazis ont essayé de mettre en place une politique assez faustienne de mise en place de tensions interethniques extrêmement importantes. Ces tensions interethniques, elles consistaient à systématiquement favoriser la population ukrainienne et systématiquement expulser et réprimer la population polonaise. Au printemps 1943, ces politiques ont échoué. Les Juifs ont tous été exterminés. Ce plan-là, donc, malheureusement, a réussi. Mais les nazis n'ont pas réussi à expulser autant de Polonais qu'ils le voulaient. Et surtout, ils n'ont pas réussi à en rester maîtres. C'est-à-dire que sur les 150 000 Polonais qui ont été expulsés, il n'y en a que 50 000 qui sont restés dans les camps mouroirs qu'on leur destinait. Il y en a 100 000 qui ont disparu dans la nature. Et donc, les forêts de la région bruissent littéralement de maquis, de l'Arma Krajova, des bataillons paysans, de maquis communistes, etc. Et les nazis comprennent ce qui est en train de se passer, et donc ils commencent à expulser d'autres Polonais, mais non plus pour installer des Allemands ethniques, mais pour installer des Ukrainiens. L'idée, c'est quoi, derrière? C'est de créer une guerre ethnique, c'est de créer la guerre, ce que j'ai appelé à la fin du livre, des guerres de l'entre-soi, des guerres de tous contre tous, guerre des communistes polonais contre les nationalistes polonais, contre les Ukrainiens, contre les nationalistes ukrainiens, contre les Juifs, etc. etc. Il y a, dans cette région-là, à partir de l'été 1943, une immense collection de guerres civiles qui s'agencent et dont les nazis rêvent de redevenir maîtres une fois que tout le monde se sera égorgé, entre-égorgé, que les populations ont été complètement érasées. Les nazis espèrent redevenir maîtres de la chose. L'idée, ici, c'est de montrer que non seulement les politiques de germanisation, elles finissent en cauchemar des populations, la promesse devient un cauchemar, mais l'autre idée que j'essaie de faire passer, c'est que cet engrenage, ce jeu de domino ethnique qui commence en 1939, il ne s'est pas arrêté avec l'occupation soviétique. Il ne s'est pas arrêté quand, à l'été 1944, les soviétiques ont installé des institutions soviétiques à Lublin. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 1947, avec ce qu'on a appelé l'opération Vistule, et donc l'homogénéisation ethnique de ces régions-là. Les 25% d'Ukrainiens ont été renvoyés en Ukraine manu militari. C'est à ce moment-là que la région s'est enfin stabilisée. Et au fond, si vous voulez, le grand rêve d'homogénéisation ethnique que les nazis avaient rêvé et qui devait se faire en faveur des Volksdeutsche, ce sont tout simplement les institutions polonaises et ukrainiennes qui ont fini par le mettre en place parce que, au fond, à l'été 1944, tous les acteurs, fonctionnaires, militants SS, communistes polonais ou ukrainiens, nationalistes fascistoïdes ukrainiens, nationalistes polonais, etc., tous n'ont qu'un seul et unique moyen de règlement de ces guerres civiles dont je suis en train de parler, c'est le nettoyage ethnique. Et ce moyen-là a été utilisé dans toute l'Europe de l'Est entre 1944 et 1947 pour nationaliser, faire des États-nations de ce qui était quand même, malgré tout, un des plus beaux patchwork ethniques qui existait, patchwork national, patchwork culturel qui existait, et qui s'est homogénéisé. Voilà. Et qui s'est soldé par la mort de 2 millions d'Allemands, de ces Allemands rapatriés, ce qu'on appelle aujourd'hui les Vertriebene, les expulsés, mais qui là sont les expulsés de l'après 45, après les nazis. Alors, les contraintes de l'exercice, c'est une forme de marathon, donc il nous reste actuellement 12 minutes. On va mettre des règles très simples, poser des questions qui sont des vraies questions, même si vous rêvez de briller en nous expliquant votre science, mais on prendra les choses si vous le faites de manière très courte. Et inversement, c'est un gagnant-gagnant. Christian Ingrao vous répondra de manière très courte, comme ça chacun pourra poser la question à laquelle il rêve. Il y a une main qui s'est levée, on a un micro qui circule, merci beaucoup. Bon, ceci dit, dites ce que vous avez à dire, hein. C'est simplement dans un temps resserré.
Voilà, la question est très simple. Les populations germaniques qui sont rapatriées de l'Est vers l'Ouest, vers la Pologne, est-ce qu'elles font ça avec plaisir ou comment est-ce qu'on les motive? Et puis, parce qu'elles n'étaient pas si mal là où elles étaient, donc... Écoutez, c'est une question qu'il faudrait décliner dans chacune de ces populations. Toutes ces populations ont connu entre 1918 et 1939 une sorte de renationalisation. D'abord une renationalisation plutôt, je dirais, allemande conservatrice, et à partir de 1937, une véritable nazification des cadres représentatifs de ces nations. Ces associations dont je vous parlais, elles existent sur le territoire allemand, mais elles existaient aussi à l'intérieur de ces communautés. Partout, les Allemands avaient mis en place une diplomatie informelle qui, à partir de 1937, va être non seulement nazifiée, mais je vous dirais bien SSisée, c'est-à-dire que c'est les SS qui prennent le pouvoir là-dedans. Et donc, si vous voulez, ces populations sont encadrées comme... de façon peut-être un peu moins rigoureuse que l'est la population allemande, mais relativement quand même. Et donc, bon an, mal an, si vous voulez, quand on dit à ces gens-là, écoutez, vous allez revenir sur le territoire du Reich, ce territoire du Reich, il est en train de devenir une sorte de société, non pas de consommation, une société de bien-être, une société de bienveillance national-socialiste, ces gens y vont. Et ils y vont d'autant que quand il s'agit de Volksdeutsche de Pologne, qui sont dans le gouvernement général, au bout d'un moment, à partir de 1940, les populations locales s'aperçoivent très vite de la différence de traitement entre des Polonais et des gens qui sont sur la liste ethnique. Quand vous êtes polonais, c'est le règne de l'arbitraire, et quand vous êtes sur la liste ethnique, on vous explique qu'au bout de 2 générations, vos enfants pourront faire des études supérieures, adhérer au parti nazi, voire à la SS, et connaître une vraie ascension sociale. Alors, 2 questions. Qui était le premier? Parce que non seulement... Allez, honneur aux dames et aux questions qui sont thématiquement reliées à celles de précédentes. Exactement dans la même idée. Ça veut dire que c'était, alors ça va être très concret, mais aux frais des... C'est l'État allemand qui rapatrie financièrement, qui paye, ou c'est ces gens qui ont été nazifiés qui payent leur déplacement? Alors, la question du financement du rapatriement, elle est prévue par les traités. C'est-à-dire que c'est un cofinancement entre les pays baltes, l'Union soviétique, la Roumanie, etc. Tous ces pays-là, c'est de la diplomatie. Donc le coût du transport est partagé selon des modalités que j'ai plus en tête, si vous voulez, mais dans chaque traité c'est prévu, etc. La suite de la germanisation est financée par des sociétés fidéicommissaires, des sociétés de syndics de propriété qui mettent en place des politiques de prédation, notamment d'arianisation, et qui, avec cet argent-là, financent les opérations de germanisation et de construction, etc., etc. Alors, petite question très rapide sur les personnes qui mettent en œuvre ce plan-là. Donc, ceux qui l'ont eu en tête, qui sont-ils? On a en tête Heinrich, etc. Mais il y a aussi, et on a en tête Eichmann ou même les Bienveillantes. Enfin, on a beaucoup de choses là-dessus. Mais qui sont-ils et qu'est-ce qui les a motivés? Et ce sont des intellectuels, manifestement, et des intellectuels de quoi? Alors, les gens qui vont s'occuper de la promesse de l'Est, à peu près, c'est une trentaine de milliers de personnes. Il faut bien s'apercevoir qu'il y a des... Ça concerne des dizaines de métiers. Vous avez d'un côté, en effet, une élite d'à peu près 500 personnes qui sont le même type d'intellectuels qu'on voit au RSHA, qu'on a traité dans Les Bienveillantes, ou dans Croire et Détruire, ou dans la génération des Unbedingten de Michael Wild. Et donc, vous avez des gens qui sont historiens, géographes, philosophes, linguistes, économistes, etc., et qui intègrent ces organes de répression du Troisième Reich. Et parmi ceux-là, vous en avez un certain nombre qui vont planifier ces opérations. Vous avez d'autre part des médecins, des géographes, des urbanistes qui font des concours d'architectes pour mettre en place la maison du paysan du futur, etc., etc. Vous avez ensuite d'autres médecins qui font partie des commissions de germanisation. D'autres, enfin, médecins, infirmiers, etc., qui mettent en place une sorte d'humanitaire nazi.
de care nazis, dans ces camps du rapatriement des Volksdeutsche, les gens, au fond, basiquement, ils se mettent à croupir dans des camps de réfugiés. Et dans ces camps, vous avez à la fois l'équivalent de MSF nazi qui se met en place pour, d'une part, prendre en charge les populations au plan sanitaire, mais aussi leur apprendre la bonne hygiène national-socialiste. Et donc vous avez quelque chose qui est de l'ordre de l'éducationnel, de l'hygiénique qui se met en place, et vous avez enfin des milliers d'étudiants, 15 000 à 20 000 étudiants au moins, étudiants et étudiantes évidemment, qui vont dans ces camps et qui, avec l'équivalent du BAFA, vont... le BAFA nazi. Le BAFA nazi, voilà, le BAFNAZ, appelons ça comme ça si vous voulez, le BAFNAZ, voilà, ça va être drôle. Donc avec cet équivalent-là, qui viennent s'occuper des enfants, qui viennent faire la classe, et faire la classe, évidemment, l'objectif c'est la germanisation culturelle. On travaille sur les contes de Grimm, on apprend les déclinaisons, et on apprend véritablement l'orthographe et la grammaire allemande. Oui, monsieur. On a peut-être la question du fond en termes logistiques de micro, et puis ensuite on prendra monsieur... On reviendra à vous tout de suite après, monsieur. Non seulement je suis très dur, et en plus j'organise des discriminations. Je m'excuse d'avance pour mon rôle de garde-chiourme. Sur le processus de prise de décision, ces administrations qui élaboraient des plans, est-ce qu'elles le faisaient remonter pour avoir une validation par une autorité supérieure, ou est-ce qu'il y avait une espèce d'autonomie de décision? Tiens, on va faire un plan, allez hop, c'est parti, on change non. Ça remonte, c'est une affaire qui se discute au niveau d'Himmler. C'est-à-dire que Himmler travaille avec une sorte de staff. Son staff, c'est Heydrich, c'est Hoffmann, le chef de l'Office de la race et du peuplement, c'est Hans Kammler et Oswald Pohl pour les questions d'administration, de main-d'œuvre, etc., etc. Et vous avez autour de lui, c'est Greifeld, le chef de ce commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité. Et ce groupe-là fait travailler des praticiens, fait travailler des experts. Les plans remontent jusqu'à eux, qui préparent les dossiers, les font venir à Himmler, Himmler valide et redescend. Alors, il y avait une question juste devant, ici. Et après, je crois que ça sera terminé, malheureusement. 3 minutes. Nous avons 3 minutes. C'est drastique. Oui, une dernière question précise. Est-ce que la politique de germanisation, dans sa finalité, excluait tout recours à une main-d'œuvre allogène, ou est-ce qu'elle faisait une petite partie? Parce que si elle excluait tout recours, c'était une cause principale d'échec. On ne peut pas faire une colonisation sans coloniser. Alors, tout dépend de la définition que vous avez de colonisation. Exact. Colonisation, c'est, nous pensons ça comme un système de domination sur des inférieurs. Mais eux, ils ne disent pas colonisation, ils disent Siedlung. C'est colonisation, c'est installer. C'est du colonna à l'antique, si vous voulez. C'est pas une question de... pour eux, la question, c'est la question du vide des territoires, et les territoires sont là pour être aménagés, pour faire l'objet d'installations. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une quinzaine de millions de personnes d'Est européens qui sont censés pouvoir rester sur le territoire qui doit être colonisé. Mais cette quinzaine de millions fait partie de gens qui sont intégrables. Cela dit, quand vous regardez après, quand vous descendez d'un niveau et que vous allez regarder les plans de germanisation d'une île comme Łódź, Lodz, la Manchester polonaise, on s'aperçoit très bien qu'en périphérie de la ville, vous avez de grands ensembles de bâtiments qui sont des bâtiments d'habitat, à côté desquels vous avez d'immenses usines et de grandes casernes. Et donc, on peut imaginer qu'à ce moment-là, il restait des populations qui étaient îlotisées, comme disait Heydrich, et qui étaient censées aller travailler à l'usine sous la surveillance de ces grandes casernes de gendarmes et de SS. Alors, il restait une question qui, à mon avis, qui était tout au fond là-bas. Je suis désolé pour les deux mains qui viennent de subrepticement se lever, mais le temps nous est compté. J'en profite pour faire un moment de pub. Dans le livre, vous avez une grande attention au cadre féminin de ce projet de germanisation, ce qui est très intéressant, les infirmières, les étudiantes, et donc il y a cette intégration des gender studies, des études du genre sur cette politique-là. La transition est terminée. Oui, c'était juste pour savoir concernant l'intégration de ces populations qui arrivent de l'Est en Allemagne, puisqu'apparemment donc, quand même quelques-uns ont pu obtenir ce statut. Qu'en est-il des réactions des populations germaniques durablement installées en Allemagne face à cette arrivée dans un contexte de guerre et de vie quotidienne difficile pour beaucoup d'Allemands?
C'est difficile de répondre à votre question parce qu'ils sont intégrés à des territoires occupés et pas véritablement à ce qu'on pourrait appeler le Reich de Weimar. Hein. Et je pense qu'on peut faire l'hypothèse malgré tout que l'arrivée de ces populations de Volksdeutsche en Allemagne est passée quasiment inaperçue parce que dans le même temps, ce sont des millions de travailleurs étrangers qui envahissent littéralement l'Allemagne. C'est-à-dire que quand vous vous baladez à Berlin à la fin de 1943, début 1944, la langue que vous allez entendre dans la rue, c'est pas l'allemand, c'est du russe. Et donc, si vous imaginez bien que la goutte d'eau qu'a représenté les quelques centaines de milliers de Volksdeutsche, alors que ce sont des millions de Russes, de Russes, de Polonais, de Français qui envahissent les grandes villes, qui submergent les grandes villes, les quelques Volksdeutsche qui arrivent passent complètement inaperçus, me semble-t-il. Alors malheureusement, le temps est terminé. Vraiment, c'est pas parce qu'on est copains, parce que s'il avait été mauvais le bouquin, je vous aurais dit qu'il était mauvais, faut peut-être pas. C'est une lecture exigeante. Il passe plus loin. C'est une lecture exigeante et c'est une lecture qui, à mon avis, change en profondeur notre vision du nazisme. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir posé ces questions et à bientôt. Merci de votre attention.